Ok, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous, je recommence. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour nos conférences du lundi organisées par le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. Et surtout, merci d'être venus, malgré ce grand soleil dehors, pour donc tous les curieux, toutes les curieuses qui ont résisté à l'envie de profiter du ciel bleu. On reste quand même un petit peu dans le sujet, parce qu'on va parler aujourd'hui des satellites d'observation de la Terre. Donc on reste quand même sur Terre. Ce sont des satellites qui capturent des images en permanence et qui nous permettent de mieux comprendre certains phénomènes naturels et aussi l'observation de l'évolution des paysages à travers le temps. Et donc pour en parler, nous recevons aujourd'hui Pierre Gancharski, qui est professeur des universités en informatique. Et nous excusons Baptiste Lafabrec, qui n'a pas pu être là finalement aujourd'hui. Voilà, donc comme d'habitude, nous vous remercions pour votre attention et vos questions à la fin de la rencontre. Merci beaucoup. Bien. Excusez-moi. Donc, bonjour, donc je vais vous parler. Il marche bien? Ça va là? Un peu plus fort. Allô? Ok. Ouais. Donc, comme m'a présenté Margot, donc moi je suis professeur en informatique, donc on va parler d'image de télédétection avec ce qu'on appelle l'analyse, je recommence, à l'analyse et la compréhension des phénomènes. Alors j'ai mis ici naturel, c'est une petite erreur parce que j'ai un tout petit peu étendu ça vers tout ce qui est aussi artificialisation des sols, urbanisation, etc. On y reviendra. Donc, je travaille maintenant depuis 20 ans avec des géographes. Ça ne veut pas dire que je suis géographe, au loin de ça, mais je pense que je commence à comprendre leurs problématiques. Donc ce que je vais essayer de faire dans cet exposé, c'est de vous présenter plus ou moins rapidement. Si je vais trop vite, vous me faites comme ça. Si je vais trop lentement, vous faites OK. Trouvez un petit signe pour me dire si je suis au bon rythme. C'est toujours difficile d'avoir un grand, ce qu'on appelle du grand public, parce qu'on ne sait pas trop quel est leur background. En français, on dit leur connaissance quand ils sont venus. Donc je vais essayer d'être suffisamment lent pour qu'on puisse me comprendre, suffisamment rapide pour qu'on tienne dans les temps. Donc ce que je vais essayer de vous présenter, c'est déjà effectivement qu'est-ce que c'est qu'une image de télédétection, quelle est la problématique qui est liée à ce type d'image et quels en sont les usages qu'on fait. Ça sera une première partie. Et la deuxième partie, je vais essayer de vous présenter, alors je ne sais pas jusqu'où on va rentrer dans les détails, mais comment, en tant qu'informaticien, on propose des outils, des algorithmes, des programmes, prenez le mot que vous voulez, ça n'a pas d'importance ici, qui vont permettre à ces géographes de comprendre, d'analyser, d'appréhender leurs données pour sortir de la connaissance de leur domaine. On ne leur demande pas de comprendre nécessairement les algorithmes, mais au moins de savoir les utiliser de façon correcte. Et nous, surtout, de leur en proposer tout le temps des nouveaux qui leur permettent d'aller plus loin dans leur science. Donc, je parlerai très peu de cet aspect-là, utilisation des données, puisque je vous l'ai dit, je ne suis pas géographe, mais j'essaierai de vous montrer quelques exemples qui, j'espère, seront parlants. Alors, ce truc-là va pas très loin. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la télédétection et ses applications? En fait, télédétection est un petit peu un faux ami, parce que ça a deux sens. Ça a le sens de détecter quelque chose de la Terre, on verra, donc avec un capteur, avec un certain nombre d'objets, mais ça, on appelle ça aussi la télédétection, tout ce qui est autour. Comment on saisit ces données, comment on les analyse. Donc la télédétection, c'est vraiment tout ce qui va, en gros, du satellite à la compréhension. Et donc, des fois, je dirais des images de télédétection, des fois, je dirais télédétection. Pensez toujours que c'est tout le processus. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va nous permettre, alors le pointeur ne marche pas, donc permettre d'analyser des informations du sol, on va dire tout simplement, de la surface de la Terre, appelez ça comme vous voulez, mais comment? Par deux choses à peu près différentes. Alors on va essayer de l'analyser, de le comprendre par sa nature. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la végétation? Est-ce que c'est du glacier? Mais aussi son utilisation, son occupation.
c'est de l'urbain, mais quel type d'urbain, etc. Et éventuellement, j'ai oublié de mettre, puisque c'est plutôt récent, son évolution, surtout, à la mode maintenant. Alors chez moi, la mode n'est absolument pas péjoratif, c'est simplement les problèmes cruciaux actuellement en télévision sont autour de l'analyse des évolutions. Et alors, comment on les obtient? C'est ça qui est nouveau, ça date quand même des années 80. C'est qu'on ne veut pas de contact physique. Enfin, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas, puisqu'on veut le voir du ciel avec des satellites. Alors moi, je parlerai principalement de satellites, avec des avions, maintenant avec des drones, avec des ballons à une époque. Voilà, un certain nombre de choses. Donc, on veut pas de contact physique. On veut que ça soit relativement régulier et précis. Ça ne sert à rien d'avoir une image, si finalement on ne voit rien du tout, qui ne correspond pas à la zone qui nous intéresse. Généralement, ce sont des images. Ce n'est pas une obligation, mais 99% des cas, c'est des images. Et puis, si possible, sur de vastes zones. C'est-à-dire qu'avoir une image de télédétection de la place ici, ça va être intéressant pour un urbanisme qui veut la restructurer, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire réellement en télédétection. On va, par exemple, avoir pas une seule image, heureusement, mais on va avoir un ensemble d'images qui vont couvrir l'ensemble de la France. Et donc, c'est ce type d'image dont je vais parler aujourd'hui. Alors, pourquoi? Bien sûr. Pourquoi? Parce que, alors la liste est loin d'être exhaustive, mais en gros, on va mettre 3-4 principaux domaines avec plein de sous-domaines. Le premier qui est plutôt autour de la gestion et de la surveillance des ressources naturelles, tout ce qui est autour de l'environnement, on va dire d'une façon un peu plus générale et un petit peu plus moderne, qui est l'agriculture, la ressource en eau, qualité de l'air, changement climatique. Je vous laisse compléter cette liste, passer la nuit à essayer de compléter cette liste parce qu'elle est quand même très très longue. Ensuite, il y a tout ce qui est autour, justement, ce que j'ai rajouté par rapport au titre, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle l'urbanisation et l'aménagement du territoire. Alors, les géographes a un autre mot, mais je n'ose pas le prononcer, donc je ne le prononcerai pas, et donc, ça va être le suivi de l'urbanisation, la gestion des infrastructures, quelque chose qui est beaucoup fait à l'aide d'images maintenant de télédétection. C'est tout ce qui est la création des cartes. Vous connaissez tous, je suppose, l'IGN qui crée des cartes. Maintenant, elles sont... Avant, ils les mettaient à jour tous les 4 jours, tous les 4 ans. Maintenant, ils les mettent à jour tous les 2 mois, simplement parce qu'ils prennent des images de télédétection. Ils n'ont plus besoin d'aller sur les sites, etc. Et bien évidemment aussi, un point très fréquemment utilisé, où l'image de détection est très utilisée, c'est tout ce qui est autour des, ce que j'ai mis sous le titre de catastrophes. On appelle ça aussi des phénomènes brusques, tremblements de terre, inondations, etc. En soit pour prévenir, essayer de voir si ça commence à bouger. Par exemple, quand vous avez de l'érosion et des glissements de terrain, souvent il y a des signes avant-coureurs. Mais aussi, et surtout actuellement, tout ce qui est autour de la cartographie post-catastrophe, pour 2 raisons. Déjà, trouver les endroits où il y a potentiellement des vrais dégâts, potentiellement des personnes à aller chercher, etc. Mais aussi pour après reconstruire, stabiliser, etc. Bon, il y en a un 4e que j'ai failli mettre, puis je me dis, je ne suis pas assez au courant du type d'image qui manipule pour en parler, c'est bien sûr tout ce qui est autour du militaire. Les militaires ont bien évidemment des satellites qui sont ô combien plus puissants que ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors comment? Je l'ai dit, on va capturer depuis le ciel, en gros, on va capturer quelque chose. Et on va capturer ce qu'on appelle de l'énergie émise par la surface de la Terre. Et on va prendre donc un satellite, et il y a donc 2 types de télédétection, ce qu'on appelle la télédétection active, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour avoir le signal. Par exemple, on va envoyer un signal radar ou un signal LIDAR, qui est en fait un laser qu'on va envoyer pour calculer la hauteur du sol et va nous permettre de mettre en évidence les objets, un certain nombre de choses comme ça. Le radar, l'avantage, on le verra lorsqu'on fera le 2e, c'est que il traverse les nuages, il est moins sensible à la pluie, etc. Et ce que l'on va regarder nous aujourd'hui principalement, ça va le rythme ? Ouais. Ce qu'on va regarder principalement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la télédétection passive. C'est-à-dire on va se servir du fait que la Terre et tout ce qui est dessus émet de l'énergie, que ça soit sous forme de température, de chaleur, et donc on va simplement avoir des capteurs capables, en gros, de prendre la température en chaque point de la zone,
plus ou moins précis, mais de la zone étudiée. Mais on va aussi avoir ce qu'on appelle l'énergie solaire, si vous voulez, ce qu'on appelle l'énergie réfléchie, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on va voir dans le slide suivant, ce que la Terre renvoie par rapport au Soleil qu'elle a reçu. Donc, classiquement, on va représenter ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a en haut le Soleil, vous l'avez, je pense, reconnu, on a notre satellite, et le rayon de soleil, les rayons de soleil vont arriver sur les objets à photographier, si on veut, et ces objets-là vont émettre de la lumière en retour. D'accord ? Lumière que le capteur va saisir, faire une photographie. Alors, on ne prendra pas le mot photographie parce que ce n'est pas au sens tel que nous on a l'habitude. C'est vraiment un peu différent, mais ça n'a pas d'importance. Ici, surtout, on ne va pas en parler parce que ça nous emmènerait trop loin. Alors, il y a un certain nombre de problèmes. Le problème le plus classique, j'en ai déjà parlé, c'est que malheureusement, ou heureusement plutôt, la Terre est soumise aux nuages. C'est-à-dire que vous avez des nuages, et puis, bien évidemment, le soleil ne passe pas, souvent à travers, ou au moins de façon atténuée, et surtout, vous voyez qu'ici, si on continuait, l'objet qui est là, il est entre le nuage et le capteur. Enfin, le nuage est entre l'objet et le capteur, donc il n'apparaît pas. Et vous avez des cartes comme ça, des images satellitaires qui sont toutes blanches. Tout simplement, c'est que du nuage. Et donc, premier problème, le plus connu, alors je ne dis pas que c'est celui qui a le plus de solutions, mais pour lequel on a très longtemps travaillé et on commence à avoir des solutions un petit peu plus correctes. Ensuite, il y a plein d'autres choses, on ne va vraiment pas rentrer dans le détail, mais en gros, quand la lumière rentre dans l'atmosphère, il va y avoir des gouttes d'eau, il va y avoir un certain nombre de choses, elle va être diffractée. C'est-à-dire, elle va être décomposée, elle va éclater, et donc elle va... Alors ici, je l'ai mis un peu haut, mais si je l'avais mis un peu plus bas, elle va donner ce qu'on appelle de la lumière diffuse, c'est-à-dire qu'elle va éclairer par en dessous, elle va éclairer un certain nombre de choses. C'est pas flagrant, mais bon, quand il fait vraiment un coup de soleil avec des objets, ça peut jouer. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle les turbulences. Alors ces turbulences, elles sont dues à deux choses. Vous savez tous que quand l'air est chaud, ça fait comme des trucs, et qu'en fait, le satellite, il va avoir la lumière qui a été turbulée. Je ne sais pas si ça existe. Des fois, je fais des néologismes, mais bon, je pense qu'ils sont compréhensibles. Donc, l'image va être quelque part abîmée par cette turbulence. Elle va aussi être abîmée par le fait que l'atmosphère peut absorber un certain nombre de choses. Alors, soit par nature, elle absorbe le bleu, on y reviendra, mais elle va aussi absorber les rayons de soleil s'il y a de la pollution, s'il y a de l'eau, s'il y a des choses. En fait, vous voyez que le signal qui va arriver va être quand même relativement abîmé. Et donc, on a l'habitude de représenter ici stop-off atmosphère, c'est-à-dire le seuil à partir duquel il n'y a plus ce type de perturbation, là ça serait un néologisme un peu affreux, de perturbation. C'est-à-dire qu'en fait, ce que voit le satellite, c'est ce qui est au niveau de la sortie de l'atmosphère. Vous comprenez ce que je veux dire ? À partir de là, il n'y a plus de turbulence, il n'y a plus rien, donc il voit l'image telle qu'elle est au moment où elle sort de l'atmosphère. Alors, c'est pas très important, mais ça nous met quand même en truc qu'il y a des problèmes et qu'il va falloir les résoudre. Alors ça, en général, c'est pas du tout nous, en informatique, qui les règlent. Enfin, c'est les informaticiens qui ont créé les programmes, mais nous, on ne s'intéresse pas. Nous, on considère qu'on va avoir des images qui sont en général corrigées de tout ça. C'est un peu compliqué à faire, il faut des trucs, mais bon, on va considérer que c'est parfaitement fait. Mais par contre, il y a deux problèmes qui sont en général pas résolus. Un truc tout bête. Vu du satellite, ce point-là, qui correspond donc à la lumière, non, ça va être le toit de l'immeuble. Alors que, si vous voulez, il va voir quelque chose qui en fait a cette forme-là. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il est juste en face, il n'y a pas de problème. S'il est en biais, en fait, il va voir ce truc-là, et pour lui, le haut de ce truc-là correspond à ce point-là. Ça fait donc ce qu'on appelle une distorsion géométrique. Pareil, on a des techniques, il faut savoir la hauteur des bâtiments pour calculer tout ça, mais on a des techniques dont on ne parle pas ici. Et il y a un dernier point qui, par contre, est beaucoup plus embêtant et beaucoup plus classique et plus embêtant à traiter, c'est le problème de l'ombre. Vous voyez que le rayon de soleil est arrêté par le bâtiment, et donc ici, ce n'est pas éclairé,
Donc j'ai supprimé le signal qu'il envoie. En fait, il n'envoie pas de signal. C'est noir, ou gris, on va dire gris très foncé. Et donc tout ça fait que finalement l'image de télédétection n'est absolument pas le type d'image qu'on a l'habitude de voir. Un beau ciel bleu, ou des bâtiments jolis, ou des fleurs, ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment une image très très particulière. Donc ça, c'est la première caractéristique. Ah, bien sûr, je vais quand même vous donner quelques exemples. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la résolution. Le satellite prend une photo. Vous savez tous que dans votre appareil photo, il y a, je ne sais pas, 8 millions de pixels. Donc quand vous prenez une photo comme ça, vous avez 8 millions de pixels, entre guillemets, qui vont saisir la lumière. Et donc chaque pixel, si c'est tout près, va représenter, si je m'approche de madame et je fais une photo relativement proche, chaque pixel de vos millions va représenter 1 millimètre. Si c'est au fond, chaque pixel va représenter à peu près, je ne sais pas, 2 millimètres. C'est très précis. Quand vous agrandissez une photo sur votre téléphone, vous voyez quand même relativement bien. Et donc ce qu'on appelle la résolution, c'est en fait la superficie que représente un pixel. Donc plus le satellite est loin, moins il a de pixels, enfin s'il n'a pas beaucoup de pixels, et bien la résolution va être très grande. On va prendre le cas, imaginons qu'il soit 1 km, d'accord, et qu'il ait 4 pixels pour représenter toute la zone, bah ça, chaque pixel va représenter, je ne sais pas, 1 km carré, voire 2 km carrés. Donc bien évidemment, la résolution est très importante, et on le voit ici. Vous avez tous reconnu l'île, pas la rivière, hein, l'île urbaine de Strasbourg, l'hypercentre. Et on voit qu'ici, on ne voit pas grand-chose, parce que la résolution de ce satellite, qui date des années 80, était très faible. D'accord? Ici, c'est quelque chose d'un peu plus récent, et on commence à voir quand même les ponts couverts, on voit un certain nombre de choses. Et donc, cette résolution est quand même aussi très importante et va expliquer en partie les problèmes qu'on a. Prenons l'exemple qui est ici. Revenons ici, alors même c'est 20 mètres, c'est encore plus avant. Ici on a 20 mètres, ici on a 2 mètres 40. Celle en haut, là, on a 1 mètre 20. Alors malheureusement, c'est une truc, je n'ai pas vu. Je croyais qu'il y était, que je le prenais pour mes étudiants. Et vous avez tous reconnu, en haut à gauche, hein, c'est le campus de l'Esplanade. Alors je leur montrais parce que l'UFR de maths est pile au milieu. Vous avez l'UFR de maths, comme j'ai beaucoup des étudiants en UFR de maths. Et donc, nous, on doit être tout pile poil en haut. Mais vraiment, tout juste en haut. J'ai pas pensé à agrandir la truc. Bon, voilà. Donc, vous voyez que là, on commence à voir à 1 m 20. À 20 mètres, on reconnaît quand même le Rhin, avec la forêt de la Robertso, et puis le centre-ville. Et puis, comme ça, il y a un certain nombre. Ici, on est à 1 kilomètre. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser à des montagnes qui sont en fait vides. On va regarder, hein, je crois que c'est le Népal, un truc dans ce goût-là, ou non même pas, puisqu'il y a de l'eau. Je ne sais plus. On peut aller jusqu'à 1 kilomètre. Hein. Quand on fait par exemple la superficie, quand on regarde les océans, la température des océans, on le regarde à 10-15 km², hein, pour un pixel. On veut juste savoir à peu près s'il se réchauffe ou pas. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de choses et que chaque résolution va servir à analyser un autre type de problème. Si vous regardez l'urbanisation au centre de Strasbourg, on se rend compte tout de suite que de la regarder à 20 mètres n'a aucun sens. Vous êtes d'accord? Déjà à 2 mètres 40, c'est limite. En général, on va descendre à ce qu'on appelle au métrique, voire au submétrique. Mais en gros, en dessous d'1 mètre 50, en ville, ça ne sert à pas grand-chose, on va dire honnêtement. Ok, problème, c'est que plus la résolution est fine, plus... Non? Plus c'est cher. Il n'y a pas de secret, hein. Plus c'est cher, ok? Et plus c'est récent. Jusqu'à une période pas si lointaine de ça, une dizaine d'années, nous, on ne pouvait pas se les offrir à l'université, des images à 1 mètre, 1 mètre 10. Maintenant, elles sont... Alors, il y a eu un accord, alors je ne sais pas si vous connaissez le CNES, hein, je pense que tout le monde le CNES. Le CNES est le fournisseur d'images en France. Et il y a eu un accord, l'État a payé pour que des satellites européens, l'Europe a payé, avec la contrainte que le CNES doit nous offrir un certain nombre d'images gratuitement.
Donc on a maintenant, on ne paye plus nos images. Quand j'ai fait mon premier projet avec le CNES, on avait prévu près de 50 000 € d'achat d'images. Maintenant, on les a gratuites. Donc, il y a quand même une grande avancée à ce niveau-là. Et donc, la question qu'on peut se poser, quand même, si on regarde ça, regardez en haut, là, à TR2, vous voyez qu'à TR06, on est en noir et blanc, et à TR2.4, on est, ah oui, les informaticiens disent point au lieu de virgule, désolé, 2,4 mètres. Alors, on pourrait se dire, ça suffirait 2,4 mètres parce qu'on est en train de regarder une zone de grands bâtiments. Mais il y en a une qui est en noir et blanc et une qui est en couleur. Pourquoi en noir et blanc? Tout simplement, il est plus facile de faire des capteurs à très haute résolution en noir et blanc. Ça coûte beaucoup moins cher. Surtout, ça pèse beaucoup moins, ce qui pour un satellite est indispensable. Parce qu'envoyer 1 kilo dans le ciel, ça coûte cher. Donc on a fait très longtemps, on a fait que du noir et blanc pour la très haute résolution et de la couleur à partir de 2 mètres, 10 mètres. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi c'est rouge? Ça, c'est de la forêt et de la végétation. C'est une zone de forêt et de végétation. Pourquoi elle est rouge? Alors en fait, c'est tout simple. C'est à la fois simple et rigolo. C'est que si vous prenez ce qu'on appelle la réponse radiométrique des matériaux, vous prenez par exemple, alors je suis désolé, on m'a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'anglais, mais comme je vais vous le traduire, on a 3 types ici en sol, ça veut dire du sol nu, en gros, où il n'y a rien dessus. On a de la végétation en vert, qui est là, ce qu'on appelle la végétation saine, et puis de la végétation malade. D'accord? Je ne vous dis pas quelle maladie. Et ce qu'on voit ici, c'est ce que, quand elle est éclairée par le soleil, la plante, le sol réfléchit. D'accord? Par exemple, prenons le vert, la végétation saine, on voit qu'elle émet beaucoup de 0,5. À une longueur d'onde de 0,5 micron, nano, je ne sais plus quelle est la mesure. Ensuite, elle émet pas mal entre 0,8 et 1,2. Et puis, de nouveau, vers 1,6. D'accord? Ça veut dire, si on regarde les codes couleurs que j'ai mis ici, quand vous passez de là à là, même pas jusque là, vous êtes dans ce qu'on appelle le visible. Vous savez, je ne sais pas si vous savez tous que dans le visible, on est de 0,4 à 0,7. Entre 0,4 et 0,5, c'est du bleu, ici c'est du vert, ici c'est du rouge. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? Finalement, il y a très peu de végétaux, de sols qui émettent du bleu. Il y en a un petit peu, mais le signal est très faible. Ils émettent par contre beaucoup de vert, entre le vert et le bleu. Ils émettent moyennement du rouge, mais surtout, ils émettent ce qu'on appelle ici de l'infrarouge, ce qu'on appelle le proche infrarouge. Et donc les premiers satellites ne prenaient pas bleu, vert, rouge, mais prenaient vert, rouge, proche infrarouge. Vous voyez, ça leur permettait finalement de faire la différence très facilement entre de la végétation saine, qui a une courbe verte très haute, vous voyez, au niveau de l'infrarouge, par rapport à la végétation malade, qui, elle, émet très peu d'infrarouge. Enfin, très peu, relativement. Hein. Et encore le sol nu, lui, on émet encore moins. Et donc, quand il a fallu choisir les couleurs, je vous rappelle qu'envoyer 1 kilo dans l'espace, surtout dans les années 80-90, coûtait une fortune. D'accord? Et un capteur, c'est pas un appareil photo, c'est vraiment une boîte pour chaque couleur qu'on choisit. Donc il fallait envoyer 3 boîtes ou 4 boîtes différentes qui chacune pesait 10 kilos. Et bien ils ont dit le bleu, on s'en fout. Ils ont supprimé le bleu. Il n'y a pas grand-chose dans le bleu. Deuxièmement, on a besoin d'avoir de la place. Donc ils ne mettaient pas le bleu. Et donc finalement, ce qu'on avait, c'était le vert, le rouge et le proche infrarouge. Les satellites, jusqu'à une dizaine d'années, avaient principalement ces 4 couleurs. Vous voyez, je vous les ai mis, les couleurs que je saisissais chacun de ces trucs. Alors là, le tableau est un petit peu ancien, il a 6-7 ans, depuis il y a plein d'autres satellites. Et donc mon image,
Elle a pas de bleu, elle a du vert, elle a du rouge et du proche infrarouge. Malheureusement, l'humain ne voit pas le proche infrarouge. Donc ce qu'on va mettre en rouge, ça va être le proche infrarouge. Le rouge, on va le mettre en vert, et le vert, on va le mettre en bleu. On va me dire, oui, mais c'est complètement absurde. Non, pas du tout. Les géographes ont l'habitude. Eux, au début, quand normalement ça travaillait avec eux, nous on était vraiment sympas, parce qu'on leur remettait les vraies couleurs. Et ils nous ont engueulés, ils nous ont dit, non, il nous faut l'infrarouge, et nous, que la végétation soit rouge, ça nous va très très bien. Et c'est pour ça que la végétation est très souvent représentée en rouge sur les images un tout petit peu anciennes. Sur les modernes, où finalement les couleurs sont plus aussi chères, on a remis le bleu. Donc maintenant, on vous fait... Mais les géographes vont continuer à regarder l'infrarouge et oublier le bleu. Mais au moins, on peut les représenter pour le tout venant, comme on dit, on va leur représenter le bleu, le vert, le rouge, qui est la vision habituelle de l'humain. Alors que la vision habituelle du géographe, c'est le vert, le rouge et le proche infrarouge. Voilà. Donc, on continue. Et donc, ça va poser des problèmes. Pourquoi? Parce que la télédétection va consister à analyser ce qu'il y a dans cette image. Et c'est là le gros problème. Un humain, je vous prends tous un derrière l'autre, vous me dites exactement ce qu'il y a. D'abord, vous l'avez tous reconnu que c'était une affaire de Matinfo, allez, on va dire beaucoup, ok, mais surtout, vous êtes tous capables de me dire que ça, c'est un bâtiment, alors pour ceux qui connaissent un peu le quartier, je ne sais plus comment il s'appelle, ce truc-là, c'est la bibliothèque, là, je ne sais plus, ok, là, vous ne voyez pas grand-chose, mais vous savez que c'est la Cruteau, vous voyez vaguement les bâtiments, ça, c'est quoi? Si vous avez compris, c'est un alignement d'arbres, puisqu'ils sont rouges, c'est des points rouges. Pareil, en haut, vous voyez encore mieux, c'était un piège avec celui-là, en haut, on voit vraiment, c'est le boulevard de la Victoire. Mais vous l'avez analysé je ne sais pas, peut-être en réfléchissant un peu, allez, 1 minute. Un peu un ordinateur, c'est hyper compliqué. Pourquoi? C'est hyper compliqué. Pourquoi on n'a pas les résultats en télédétection, qu'on a les résultats en analyse de mammographie, en analyse d'image, en analyse de tout ce que vous voulez? C'est que, contrairement à ce qu'on vous montre sur la vision en général se résume à analyser dans l'image, trouver les 4, 5, 6 objets qui forment l'image. D'accord? Ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que combien il y a de... Alors j'ai mis le mot classe, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est combien de types d'objets? Alors vous allez me dire, il y a des bâtiments, des arbres et de la route. Oui, mais combien? Vous ne pouvez pas me dire que ça, c'est la même chose que ça. C'est pas le même type de bâtiment. Ce type de bâtiment n'est même pas du tout le même que celui-ci. Et en fait, en géographie, on a un problème, quand on a les images, c'est qu'il y a énormément de classes. Et on verra que c'est un très très gros problème. Je peux même un peu spoiler, divulgacher, comme nous disent nos collègues canadiens. Divulgacher, c'est que quand on va essayer d'apprendre à reconnaître cette image, on est obligé de donner les classes qu'on recherche. Premier point, trouver les classes qu'on recherche. Le géographe, il va peut-être passer déjà 2 jours à essayer de savoir, c'est pas la peine que je cherche des champs de maïs, ça je sais qu'il n'y en a pas. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais chercher dans l'image? Et ensuite, pour chacune de ces classes, il doit donner un minima, c'est vraiment la base de l'informatique, on le verra tout à l'heure, il doit donner ce qu'on appelle des exemples. De dire, voilà un exemple d'arbre, donc il l'entoure, il le montre, voilà un exemple de truc, un exemple de machin, etc. Prenons cet exemple. Si vous définissez... mais ça c'est la classe des bâtiments semi-sphériques, hémisphériques. Vous en avez combien? Combien vous pouvez donner d'exemples? Un? Voilà. Il y en a, la fac de droit, elle n'est pas dessus, faut... oui, mais attention, vous avez vu une image, ne faites pas ce qu'on appelle de l'extrapolation. Vous n'avez pas le droit de dire, oui, mais moi je sais qu'il y en a, mais la machine, elle ne le saura pas. Donc, sur cette image, vous ne pouvez lui donner qu'un exemple. Alors, je dis, vous en faut moins 10. Alors, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va prendre du coup une zone beaucoup plus grande. Mais si on donne une zone beaucoup plus grande, il va y avoir plus de classes. Et s'il y a plus de classes, etc., etc. Et donc, cette image-là, vous dites honnêtement, elle est quasiment... J'ai pris le cas un peu extrême.
D'accord? Franchement, j'ai pris le cas extrême. Et donc, celle-là, on ne va pas pouvoir l'analyser actuellement avec les techniques qu'on a. On n'est en gros pas capable de l'analyser. Bon, on y est? Alors, je ne savais pas. Margot m'a dit, vous avez eu certains suivi les cours sur les exposés sur l'apprentissage automatique. Je vais quand même essayer de faire un tout petit rappel. Ça va être très rapide. Hein. Comment on va apprendre à un ordinateur à reconnaître ce qu'il y a dans cette image? Alors, ici, je prends un exemple relativement simple. On va lui donner des exemples de bâtiments. Donc, on va prendre sur mon image ou ailleurs, de notre image, on va découper le bâtiment et dire ça, c'est un exemple. On va découper un arbre, on va dire ça, c'est un exemple, etc., etc. Et on va mettre dans une base de données classique, pour chaque pixel ou objet, c'est pareil. On va dire, le premier pixel, je montre un pixel. Alors, on va le faire au niveau pixel, après on peut le faire au niveau objet, c'est pareil. Mais sur mon image, pas celle-là, parce qu'elle était trop compliquée, mais sur une autre, on va dire, tiens, ce pixel-là, je sais que c'est de l'eau, parce que j'ai l'œil, etc. Ceux-là, donc l'expert, il va donner comme ça un certain nombre d'exemples. On va mettre tout ça dans une base de données. Je prends un petit exemple ici. Bon, bien sûr, ma base de données, elle va faire 1000, 2000, 3000 exemples. D'accord? Je prends que 3 pour commencer. Et on va apprendre à la machine à les reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la machine? Elle a ce qu'on appelle un modèle. On en verra un tout à l'heure. Elle a un modèle, ce qu'on appelle une fonction mathématique qui lui dit si j'ai ce pixel dans cette couleur-là, donc vert, rouge, infrarouge, je suis capable de dire que c'est de l'eau quelque chose. Je suis juste capable de dire c'est un certain type d'objet. Donc je prends mes 3 couleurs, rouge, vert, non, c'est pour voir si vous suivez, hein, comme toujours, vert, rouge, proche infrarouge, je le donne à cette fonction mathématique, à ce modèle, et il me répond une classe. Il me dit, prenons le premier, je fais par exemple le premier, il dit, pour moi, ce premier pixel que tu m'as donné, c'est de l'eau. Je prédis que c'est de l'eau. Alors c'est un faux ami. Alors ça, celui-là, il est embêtant d'embêtant, parce que ça vient de l'anglicisme, ça vient de l'anglais. Et l'anglais, c'est pas prédire ce qui va devenir. Prédire, ça veut dire, je fais l'hypothèse que c'est de l'eau. Malheureusement, les informaticiens ont continué à conserver ce terme qui est, pour les Français, faux. On ne prédit pas que ça va être de l'eau. On propose que c'est de l'eau. D'accord? Donc il n'y a pas de notion temporelle dans prédire. D'accord? Donc je dis, pour le modèle, la classe de l'eau, de ce pixel est de l'eau. S'il n'y a pas d'erreur, et puis on va le tester, on va le tester. Est-ce que le modèle s'est trompé ou pas? Donc on va regarder la vraie classe, puisque l'expert a dit ça c'est de l'eau, et on va voir s'il y a une erreur. 2 cas. Le premier, le moins intéressant pour la machine, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur. Là, ça devait arriver. Il n'y a pas d'erreur, il n'apprend rien. Donc, il passe à l'objet suivant. Classiquement, comme nous on fait, il n'y a pas d'erreur, on passe à l'objet suivant. D'accord? Deuxième cas, qui est vraiment le plus intéressant, la classe prédite est route. Donc le modèle dit, ce pixel-là, c'est un pixel de route. Non, c'est un pixel d'eau. Là, il y a une erreur. Et là, il y a ce qu'on appelle la rétroaction du système, c'est-à-dire qu'il va dire, je vais modifier ma petite fonction. Alors comment? Oubliez. Sinon, on y est encore là dans une semaine. OK? Mais il est capable de dire, peut-être qu'il faut que je change légèrement, que j'insiste plus sur le rouge, que j'insiste plus sur le... On s'en fout. Il va changer le modèle. Et puis, il passe au suivant. Et il continue. Il passe une fois les données, parce que changer le modèle, imaginons que là, il change le modèle, au suivant, il change le modèle, et puis à force de changer le modèle, il pourrait très bien que maintenant, il se trompe pour le premier. À force de changer, le premier peut... Et donc, il va tourner comme ça, jusqu'à qu'il n'y ait plus de modification. C'est-à-dire que même s'il change le modèle, ça continue à faire des erreurs. Alors on dit souvent, on va se fixer un certain taux d'erreur, on va dire par exemple, quand il y a encore 3% d'erreur, on s'arrête. Sinon, il y a ce qu'on appelle le risque d'apprendre par cœur.
D'accord? C'est-à-dire de répondre. La table de multiplication, vous ne savez plus du tout comment elle a été créée. Vous savez tous la réponse. Vous l'avez appris par cœur. Si maintenant je la change et je vous dis donnez-moi 3,5 fois 7, ça fait une certaine somme, d'accord? Là, vous êtes obligé de revenir en arrière, d'accord? Mais vous avez le modèle de calcul dans votre tête qui vous permet de trouver le bon résultat. Vous comprenez la différence? Dans certains cas, on apprend par cœur, et d'autres, on a un modèle qui nous permet de retrouver la solution. Ben là, c'est pareil, on veut éviter d'apprendre par cœur. Il faut que le modèle soit capable de trouver la classe d'un objet qu'il n'a encore jamais vu. Exactement, de dire, il doit être capable de vous dire 3,5 fois 7, ça fait... Voilà. OK? Il faudrait quand même que je 24,5, hein, c'est ça? Voilà, 24,5, hein, ouais. Oui, j'ai dit virgule parce que j'étais sorti de l'informatique. OK? Donc, voilà, c'est ce que je venais de dire. Hein. Des fois, je suis un peu en avance sur mon propre discours. Alors, un exemple très simple, c'est pour vous faire rigoler, c'est un exemple plus compliqué, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones, ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Et donc, l'idée, c'est que cette fois-ci, on va mettre les couleurs d'un côté et on va travailler comme un cerveau. En fait, c'est prouvé que le cerveau fonctionne comme ça. Vous avez des neurones qui sont reliés entre eux. Quand un neurone a reçu assez d'informations, tout d'un coup, il émet une impulsion vers les autres neurones, via ses dendrites, ses axones, son axone, et il reçoit par les dendrites. Donc il reçoit l'information, et quand cette information est suffisante, à un certain niveau d'énergie, il envoie une impulsion vers les suivants, etc. etc. Et bien, le principe, c'est pareil, en très schématisé et très simplifié. On va mettre une des entrées ici, par exemple les 3 couleurs, bon ici j'en ai mis 5. Ces couleurs vont activer ou non le neurone, et dans les systèmes un peu modernes, plus ou moins, et ça va passer au neurone, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la sortie. À la sortie, il va dire, OK, c'est de l'eau. S'il n'y a pas d'erreur, premier cas, il ne se passe rien. S'il y a une erreur, et c'est là la force de ceux qui ont inventé ça dans les années 30, non, je les exagère, mais dans les années 50, je crois, un peu plus tard quand même, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation de l'erreur, rétropropagation du gradient, c'est-à-dire, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il aurait fallu avoir pour avoir le bon résultat. Bon, c'est une formule mathématique qui n'est même pas compliquée, mais que je ne vais sûrement pas vous expliquer ici. On rétropropage, modification des poids, et on prend l'image suivante, le point suivant. Et on fait ça jusqu'à que ça ne bouge plus. Bon, voilà un exemple simple, simpliste, on va dire même, de comment fonctionne de l'apprentissage avec des apprentissages neuronaux. Alors, ça marche bien. Finalement, ça marche vraiment pas mal pour ce qu'on appelle les images monodates. Oubliez celle où je vous ai montré la ville, hein. Non, ça marche encore pas. Par contre, pour tout ce qui est reconnaissance d'un champ de maïs, reconnaissance d'un gros bâtiment, reconnaissance d'un certain nombre de choses, ça marche vraiment bien. On va même pas en parler parce que c'est plus du tout un défi. Par contre, ça a quand même quelques défauts. D'abord, c'est très chronophage d'apprendre. Pourquoi? Parce que les réseaux de neurones modifient, mais très peu à chaque fois. Mais vraiment infinitésimal. Donc il faut passer les données 10, 20, 1 million de fois. Donc si vous avez des exemples, vous avez 1000 exemples et vous faites passer ça 1 million de fois, ben imaginez le nombre de tours qu'il y a. Ça peut mouliner pendant 1 jour ou 2 pour apprendre. C'est pour ça qu'on vous parle des grands centres data centers qui consomment énormément. C'est pas tellement pour vous mettre vos données, ça on s'en fout, mais même en phase d'utilisation, ça consomme, mais c'est peanuts par rapport à ce qui est utilisé pour apprendre. Ça fait des millions d'itérations jusqu'à ce que enfin votre système soit prêt. Et donc, c'est chronophage, mais ça marche. C'est déjà bien. Deuxième point, par contre, qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut connaître toutes les classes. Les systèmes, alors je parle d'il y a, on va dire, 2-3 ans, maintenant on commence à avoir des solutions, mais j'en parlerai pas, ont besoin de beaucoup d'exemples. En moyenne, on considère qu'il faut au moins 10 exemples minimum par
classes. On va dire, c'est pas beaucoup, sauf que, pardon, excusez-moi, j'étais là. Bon, il faut connaître toutes les classes. Je vous ai déjà montré celle-là. Donc, bien évidemment, devoir à la maison à faire, hein, c'est me dire combien il y a de classes. Voilà. Et on considère que pour, par exemple, 10 classes, non, c'est pas 10, c'est 500, il faut entre 5000 et 10 000 exemples. On va me dire, ouais. Bon, à part que c'est déjà, il faut penser que c'est l'expert qui les donne. Hein. Alors lui, il va donner des régions, il va dire par exemple, la route, tous les pixels qui sont dans ce que je dessinais de la route donnent des exemples. Ça va, il sait faire. Ok, c'est pas trop. Sauf que 10 classes, il y en a une image télévision qui a que 10 classes, j'en connais pas vraiment. On est souvent plus proche des 20, 30, 40 classes. Et puis on sait qu'il y a le fameux problème de les objets qui n'ont qu'une seule classe, qui n'ont qu'un seul représentant. Donc on a quand même ce problème-là. Mais on est capable quand même de le résoudre. Tant bien que mal, on va dire. Et donc, le problème du modèle date, je ne dis pas qu'il est réglé, c'est comme tout, on s'améliore, il y avait encore des points, ce qu'on appelle des petits verrous scientifiques, mais voilà, c'est une chose à peu près réglée. Par contre, en 2015, est apparu ce qu'on appelle les constellations de satellites, et en particulier une constellation européenne qui s'appelle Copernicus, et qui a envoyé un certain nombre de satellites autour de la Terre. Et c'est ces fameux dont je parlais tout à l'heure, où il y a eu un accord pour qu'on ait un certain nombre d'accès à ces données-là. Enfin, les Européens et les scientifiques européens ont un accès gratuit à ces données-là. Alors, pas toutes, mais à la majorité de ces données-là. Et ces satellites ont révolutionné. Alors, il n'y a pas que celui-là, il y en a eu plein d'autres. Les Américains l'ont fait. Presque tout le monde en même temps a décidé qu'il fallait le faire. Ou un gros avantage, c'est qu'ils sont capables d'acquérir des données de façon continue. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand j'ai parlé des 50 000 € que je devais dépenser pour acheter des images, dans les images que j'achetais, j'en jetais un grand nombre. Pourquoi ? Parce que c'était des satellites à la demande. C'est-à-dire que vous inscriviez, vous payez, vous faisiez un bon de commande et tout, à l'ESA ou au CNES, etc. Et vous lui dites, je veux une photo de Strasbourg tel jour. Enfin, je veux une photo de Strasbourg dans cette période, et vous disiez, le satellite passant tel jour, on fera votre photo ce jour-là. Ok ? Tout le monde sortait pour regarder quel temps il fait, parce qu'il fallait prendre plein de mesures en même temps. Hein, le taux de pollution, l'humidité, etc. Prendre des points de mesure, c'est-à-dire se mettre là et de dire, moi je sais que ça sera du blanc parfait, donc le satellite, si c'est pas blanc, voilà. Jamais. Et malheureusement, il pleut. Le satellite, il prend la photo. Et vous la payez. Point. Ils n'en ont rien à faire de ce qu'il y a dedans. Donc on avait comme ça un certain nombre de photos. Maintenant, les nouveaux, ils font de la photo en continu. C'est tout le temps. Ils tournent autour de la Terre et ils photographient donc des images. Si un jour il y avait de la pluie, vous prenez celle du lendemain. S'il y avait, en Alsace, ça va encore. Vous êtes en Bretagne, ça craint. Mais en Alsace, vous arrivez quand même à vous en sortir. Et donc, un certain nombre de satellites ont été lancés. Et le plus utilisé par nous, c'est le deuxième, le satellite 2A. Alors, il a été doublé depuis, à l'époque, il n'y avait que cela. Mais vous voyez qu'on a des satellites qui vont faire du radar à 6 synthèses d'ouverture, aucune idée. D'autres, ce que nous on appelle donc les images visibles infrarouges, qui sont les imageurs, ce qu'on appelle multispectrales. Et puis après, vous avez des trucs, des radiomètres, ils n'étaient pas tous, vous voyez, l'altimètre, ça c'était pour les océans, et il y en a un qui a été lancé pour la température. Voilà. Et ils ont été tous doublés. Pourquoi ? Pour que s'il y a un tombe en panne, on en ait un de rechange. Et deuxièmement, pour avoir ce qu'on appelle des fréquences de revisite qui soient plus importantes. Donc par exemple, Sentinelle-2, qui nous intéresse, les deux satellites sont en opposition. Chaque satellite mettant 10 jours. Et en gros, vous avez une photo de tout le monde, du monde entier, tous les 5 jours. Enfin, l'équivalent de tous les 5 jours. Tout le monde a compris ? Et donc, actuellement, on n'a pas trop de problèmes. Alors, je disais, on prend celle du lendemain, c'est pas tout à fait vrai, mais on va prendre celle de la semaine d'après, on arrive quand même
D'autant plus que si on fait de l'agriculture, du suivi de l'agriculture ou même de l'urbanisme, on n'en a rien à faire des images en novembre, décembre, janvier, février, hein, là où il y a des nuages. En été, en Alsace, on arrive quand même à avoir des jours sans soleil, avec soleil, fréquemment, suffisamment, on va dire, pour pouvoir faire du suivi de l'agriculture. Et en plus, l'urbanisme, ça ne se construit pas en une nuit. Hein. Si vous n'avez pas celle de la semaine-là et celle même du mois suivant, vous avez encore les bâtiments qui apparaissent. Ok, donc, ça a été une révolution. Mais vraiment, pourquoi ? Alors, on a eu aussi des volumes. Vous avez vu qu'ici, je vous ai mis le volume. Vous voyez que chaque jour, le CNES engrange dans ses serveurs 5 téras de données. Vous avez peut-être, j'ai l'habitude, je parle à mes étudiants, je leur dis, vous avez tous des gros disques sur votre machine qui font, allez, 1 téraoctet. Ma machine-là, hein, celle-là, elle fait un demi-téra. Pourtant, c'est déjà une bonne, hein. D'accord ? Le serveur sur lequel travaillent mes étudiants, je viens de leur acheter 2 téras. D'accord ? Tous les jours, le CNES met, en gros, un disque dur de 5 téras sur la table, le remplit et le met de côté. Donc on se rend compte des volumes qu'on commence à avoir en télédétection. Donc, et c'est que Sentinelle, enfin c'est que les 3 premiers satellites, hein. D'accord ? Vous avez vu la liste, et eux c'est les seuls, c'est là. Il doit y avoir une 50aine de satellites actuellement qui tournent autour de la Terre pour faire de l'observation de la Terre. Et puis les données que vous allez manipuler vont être aussi de plus en plus grosses. Alors, prenons un exemple. Si, alors, ça va faire de la révision. Ma Seine fait 5 km sur 5 km. C'est pas très grand, hein. C'est le quartier ici à peu près, un peu plus. Allez, on va dire jusqu'au port du Rhin. Bon, vous regarderez sur la carte. Sur 3 bandes, vert, rouge, infrarouge. OK ? Chaque bande, on va avoir 2 octets. D'accord ? Un octet, ça nous permet, alors, combien ça fait de nouveau ? Ça fait 2 puissance 2 puissance 16. On doit être à 56 000 couleurs possibles. Non, ça c'est 3 octets. Ah bah bon. On a comme ça un certain nombre de niveaux de rouge. On va passer du rouge. Par exemple, sur un octet, on n'aurait que 255 différents rouges. Là, on en a un peu plus, mais ce n'est pas encore suffisant dans bien des cas, mais ce n'est pas grave. À 3 mètres, bah, pour représenter 5 km sur 5 km, bah, il nous faut à peu près 1667 pixels sur chaque truc au carré, multiplié par 6, qui sont les 3 bandes sur 2 octets, donc ça fait 6 octets, multiplié par 10 images, 1,60 mégaoctets. Vous avez tous des images sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous avez déjà regardé la taille. Quand ça fait 3 mégaoctets, c'est déjà beaucoup pour une image sur votre téléphone. OK ? Après, si on passe à 1 mètre, on a 1,43 gigaoctets. OK, ça tient encore. OK, sur votre téléphone, vous avez en gros 16 gigaoctets. Vous allez en mettre 10 images et c'est fini, c'est saturé. Ça vous donne peut-être plus l'idée. Maintenant, si vous passez à une tuile sentinelle, en fait, quand le satellite passe, il va photographier en gros 100 km par 100 km. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais on va partir comme ça. 100 km sur 100 km, avec une résolution de 10 mètres, sur 6 bandes à 2 octets. Une image, une série de 10 images fait 11 gigaoctets. Et enfin, si vous voulez avoir toute la Terre avec toutes les tuiles sentinelles, il en faut à peu près 55. Une journée de France, une série temporelle, 10 dates de toute la France en images de détection font à peu près 630 gigaoctets. Juste la France. D'accord ? Donc, le data center qu'on est ici, je pense que si je vire tout le monde, les autres scientifiques, je devrais arriver à mettre toutes mes données. Mais bien évidemment, dans les labos, nous, on n'a pas ça. On ne l'a pas. D'accord ? Donc, on ne traite jamais la France complète. Hein. D'ailleurs, personne ne le fait vraiment. Hein. D'accord ?
maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On va enfin arriver à qu'est-ce qu'on en fait. On va essayer d'analyser, puisque le monodate, savoir qu'un bâtiment là, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on veut analyser? Alors il y a deux types d'analyses en temporel. Il y a ce qu'on appelle les analyses avant-après. C'est-à-dire qu'on prend une date de référence et on veut savoir ce qu'elle est devenue. L'exemple type, c'est pour voir comment une ville s'est étendue en 20 ans. On veut juste voir comment elle était il y a 20 ans et comment elle est maintenant et on compare. Ça peut être aussi les catastrophes, ça c'est classique, hein. C'est vraiment le type même de choses où on a une image avant et on a une image après la catastrophe et puis voilà. Prenons un exemple, vous reconnaissez tous. Vous voyez que là je vous l'ai mis en fausse couleur, c'est-à-dire j'ai mis le vert, hein. Je n'ai pas mis l'infrarouge. Ok? Vous reconnaissez tous? Perdu. Allez. Perdu. Non, c'est introuvable. C'est la zone commerciale de Vendenheim. Alors, ce qu'il aurait pu vous mettre, c'est que ça, c'est l'ancienne raffinerie. Voilà, ça, c'est la raffinerie d'Herlisheim, je crois. Et cette image date de 2000... je crois que je l'ai mis, non? Ah, j'ai oublié de mettre. 2006. 2006. OK? Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que d'abord, vous avez bien visualisé, ça peut aider. Et puis, deuxièmement, vous savez ce que c'est devenu. OK? Ce qui va intéresser un géographe, c'est la différence entre les deux. Qu'est-ce qui s'est urbanisé? Alors, pas comment. Par quoi? Attention, le comment, c'est différent du par quoi. Ça s'est urbanisé par du magasin, ça s'est urbanisé. Et le comment, ça va être, mais comment on est passé de ces étapes-là? Quelles sont les différentes étapes? Donc ici, c'est tout simple. Ce qui va intéresser le géographe, c'est d'analyser ce qu'on appelle les changements, c'est-à-dire de trouver où ça a changé. Je devais normalement avoir... En PDF, il ne fait pas les... C'est de ma faute, il y avait une petite animation. Bon, en fait, très souvent, ils jouent avec les deux, ou alors ils font un petit algorithme qui leur donne la différence, et ils se rendent compte que, il y a eu 3 types d'évolution. Apparition d'une zone commerciale, ou modification commerciale, urbanisation, alors il y a un mélange d'industrie, pas d'industrie, ici c'est de l'industrie quelque part, et puis bien évidemment la transformation, le déclassement de la centrale, de la raffinerie, qui petit à petit s'est transformé en truc industriel. Voilà, pour les start-up. Alors ça c'est intéressant, mais pas trop. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on appelle des cartes d'évolution de l'occupation des sols. Donc, par exemple, revenons à notre zone commerciale de Vendenheim. Comment elle s'est transformée? Alors, je ne vais pas donner tous les trucs, mais voilà, c'est d'avoir quelque part son histoire. Alors, vous voyez que là, les nouveaux en vraie couleur, d'accord? Et donc, voilà, il s'est passé un certain nombre de choses dont on ne va pas discuter, mais on retombe toujours sur la même chose. Mais on a une information supplémentaire qui n'est pas qu'est-ce que c'est devenu, mais quelle a été l'évolution qui a permis d'y arriver. D'accord? Alors vous la connaissez tous, c'est pour ça que je ne vais pas insister là-dessus. Mais justement, l'humain, il dit, oh oui, ce moment-là, ça s'est construit, c'est machin, etc. Pour la machine, c'est pas simple. Et c'est là qu'on a le gros problème pour une machine, c'est apprendre à reconnaître des évolutions. Et pas uniquement des états finaux ou des différences. De dire, ça, c'est une évolution du type déclassement d'une centrale, d'une raffinerie. Ça, c'est le type d'évolution, agrandissement, modification d'une zone commerciale. Et l'autre, c'est l'urbanisation simple, mais en plus être capable de donner les étapes. En général, quand il y a du reclassement comme ça, il y a une première étape, en général de friche, puis de démolition, puis très souvent de terrain vide, nu, et enfin seulement de la construction. Et bien c'est ça qu'on appelle une évolution. C'est en fait les différents états dans lesquels est passée la zone que vous étudiez pour devenir ce qu'elle est. Alors ça va servir à deux choses. D'une part, ce qu'on appelle une analyse rétrospective, et on se dit, c'est intéressant, on voit ce qui s'est passé. Ça peut être intéressant, mais aussi une analyse prédictive, de dire, oui, cette zone-là, maintenant je sais que pour la déconstruction c'est ça,
ben cette zone-là, elle a le début. Ben maintenant, je suis capable de dire, cette fois-ci, de prédire, au sens français du terme, ben que la prochaine étape, ça va être de la friche. Que la prochaine étape, ça va être un bâtiment. Donc on va utiliser cette analyse d'évolution pour deux choses. Un, comprendre. D'accord ? Alors on dit souvent, c'est analyser le passé pour comprendre le présent et prévoir le futur. D'accord ? Et donc, cette analyse rétrospective, elle est faite uniquement, enfin pas uniquement, elle est faite majoritairement pour comprendre les évolutions et être capable de les modéliser ou de leur faire apprendre par une machine. D'accord ? Alors maintenant, on va aller un peu plus vite parce qu'on va arriver dans de l'informatique un peu chiant, un peu embêtant. Voilà un deuxième exemple je pense que vous allez pouvoir tous analyser. C'est de la culture. Alors celle-là, elle est facile. Pourquoi ? Allez, vous me dites. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben vous avez, à Tantéen, vous avez quoi ? 3 zones qui sont gris clair, blanches, etc. C'est quoi ? C'est pas de la végétation. Ça doit être du sol nu. Non, c'est du sol nu. Oui. L'étape d'après, ça commence doucement. Alors, je n'ai pas mon pointeur laser, mais si vous regardez, alors soit ça s'agrandit, soit ça se rétrécit. Mais en gros, qu'est-ce qu'on remarque ? Ici, surtout, ça rougit doucement, oui, parce qu'au début, puis ça devient tout rouge. Alors, comme il y a une partie, c'est de la forêt, etc., ben, en fait, qu'est-ce qu'on a eu ? La plante qui a grossi. Donc, le champ, quelque part, c'est végétalisé, et on a eu le champ. Puis après, bon, ça devait être en plein été, il commence à y avoir des coupes, et puis là, mon champ, ben, il vient d'être moissonné. Et donc, le géographe est parfaitement capable de suivre ça, et de se dire, ben, alors il y a de même, si je continue, il y a de la repousse, parce qu'en plus ça repousse, mais ça va lui servir à quoi ? Eh ben, à détecter quel type de végétation c'est. Parce qu'il y a des végétations, hein, moi hier par hasard, j'étais avec mon épouse, on était dans les Vosges, et on disait, c'est marrant parce que quand on regarde les champs, il y en a qui sont déjà bien verts, et d'autres qui ne le sont pas. Ben, ceux-là, ben, ils n'ont pas... Alors, j'ai pris une zone où malheureusement, il n'y a pas vraiment d'exemple de différence de date, mais ça va le permettre de dire, ah bah oui, mais celui-là, il a commencé, je ne sais pas, en février à verdir, donc ça ne peut pas être du maïs, ça ne peut pas être de machin, ça ne peut pas être de trucs. Celui-là, il a verdi. Celui-là, il a été coupé en juin, donc ça ne peut pas être du blé, parce que le blé est coupé en juillet, etc., etc. Et donc, cette évolution temporelle va permettre à la fois de déjà repérer un certain nombre de trucs, et après de dire, oui, mais le blé, il est vert, puis il devient jaune. Donc, le prochain phare rouge disparaît. Oui. Et donc, si on a une courbe comme ça, de l'infrarouge, puis une chute, puis tout d'un coup coupé, ben ça doit être du blé. Parce qu'il y a une chute. Pareil pour le maïs. Par contre, pour les choux-fleurs, on ne voit peut-être pas les choux-fleurs, mais pour d'autres, le trèfle, ça reste vert tout le temps. Hein. Ça a de plus en plus de vert. De verdure, excusez-moi, de proches infrarouges, et tout d'un coup, il n'y en a plus. Donc, c'est ce qu'on appelle profils différents. Et donc, ça va être extrêmement utilisé. Donc, en quoi on va faire ? On va utiliser ces séries, je viens de vous le dire, pour faire des classes d'évolution, des modèles prédictifs d'évolution de rupture, c'est-à-dire essayer de voir si ça risque de tomber. Par exemple, pour l'érosion, moi j'ai travaillé avec des gens à Barcelonnette sur l'érosion et comment on appelle ça, les glissements de terrain. On va essayer de trouver si ça va se casser la gueule ou pas. S'en servir pour justement classifier est-ce que c'est du maïs ou du blé. Détection de comportements anormaux. Alors ça, l'État s'en est beaucoup servi en monodate pour détecter les piscines. Ok, ils ont été tout contents. Mais par exemple, c'est énormément fait par l'Europe, enfin par la France, en accord avec l'Europe, sur les cycles agricoles. Vous savez que les agriculteurs touchent de l'argent à condition qu'ils suivent un certain nombre de choses. Donc ils sont censés déclarer ce qu'ils ont planté, et par satellite, on vérifie. Ça prend une demi-heure, on vérifie qu'ils ont bien respecté.
parce qu'il y en a beaucoup qui trichaient à une époque. J'ai rien contre les agriculteurs, mais quand on peut faire de l'argent gratuit, ils ont bien raison. Mais non, ils ont tort. Mais toujours est-il que maintenant, c'est vérifié par satellite, et ils sont quand même maintenant obligés de respecter un certain nombre de choses. Puis bien évidemment, l'analyse. Par exemple, un truc qui était très intéressant qu'on avait essayé de faire, mais c'était assez compliqué, c'est aussi les conséquences d'un certain chose. Par exemple, quand la ligne LGV, donc la ligne TGV Strasbourg-Paris s'est construite, il y a eu toute une phase où il y a eu un chantier. Donc, analyser le chantier était assez facile. Mais par contre, tout ce qu'on appelle la phase de reconstruction de la nature autour, c'était pas si simple que ça. Comment ça s'était renaturalisé, on va dire. Parce qu'ils avaient fait 1 kilomètre, en gros, de travaux de large pour une voie qui fait, je sais pas, elle doit faire 50 mètres de large. Hein. Moi, j'exagère avec 1 kilomètre, mais il y a eu énormément de dégâts à droite et à gauche de la voie, et comment ça s'était... Donc ça, bon, on s'était intéressé, mais c'était compliqué parce qu'il faut une résolution très fine. Il faut presque du 20 cm, donc on ne les avait pas. À cause du prix. OK. Bon, après, évidemment, c'est ce que je viens de dire, hein, vous regarderez. Alors, il faut savoir que c'est quand même la première ressource d'observation de la Terre pour la NASA, hein, donc tout ce qu'ils veulent, dès qu'ils veulent analyser, et c'est la première ressource d'imagerie pour l'agriculture. Les agriculteurs travaillent maintenant énormément avec la télédétection. D'accord ? Ne serait-ce que pour voir leur champ, les parties qui poussent bien, qui poussent moins bien, de décider quelles zones ils vont récolter, etc., etc. Donc, c'est quand même énormément utilisé. Voilà. Alors, les principaux défis, il me reste combien de temps ? -3. Bon, alors, les défis, c'est principalement qu'on n'a pas d'exemple. Depuis le début, je vous ai dit, il faut des exemples. On ne les a pas. En analyse d'évolution, on ne les a pas. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement nouveau. Donc on n'a pas eu le temps de les créer. Les satellites, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Mais Strasbourg existe depuis un tout petit peu plus de temps. D'accord ? Alors le centre-ville, ça ne bouge pas, mais la périphérie, Haute-Pierre, tout ça, ça continue à évoluer. Toutes ces zones-là évoluent. On n'a pas d'image d'avant 2015. Donc finalement, je vais quand même finir par me casser vraiment la figure. Voilà. Donc, on ne sait pas trop. Les géographes ne s'étaient pas vraiment intéressés à comment un bâtiment apparaît. Finalement, on s'en foutait un peu. Sauf que l'ordinateur, lui, s'en fout pas. Quand vous regardez 2 bâtiments là, à la Cruneux, n'importe où, 2 bâtiments identiques, ou même un grand bâtiment, vous êtes incapable de me dire, sauf ceux qui habitaient le quartier, quelles sont leurs histoires. Donc 2 bâtiments identiques peuvent avoir une évolution totalement différente. Même le même bâtiment, il peut être été construit sur 2 parcelles, une où il n'y avait rien et une où il y avait un bâtiment. Et donc ces classes d'évolution, toutes les façons qu'on a d'arriver à un bâtiment, je ne dis pas qu'elle est infinie, n'exagérons pas, mais il y en a. Hein. Et donc les classes d'évolution, ne serait-ce que de construction d'un bâtiment, il y en a un nombre très grand. Après, un peu de trucs informatiques. Et dernier point, et après je m'arrêterai, tant pis pour les 90 autres slides, c'est juste une petite remarque. Je vous ai parlé du profil d'évolution. Je vous en ai mis 2. Il y en a un qui, vous voyez, le vert, ça doit être le fameux trèfle. C'est le NDVI que je représente là. C'est la courbe du NDVI dans le temps. On va dire en février à gauche, personne n'a de NDVI. Vert, juin, là au milieu, beaucoup de DVI, d'accord, de proche infrarouge, excusez-moi, c'est la courbe de proche infrarouge, qu'est-ce que j'avais dit ? NDVI, oui, c'est rien. C'est le proche infrarouge que je représente ici, ok. On voit qu'il monte, et en fait, la bleue et la orange, c'est la même culture. Mais on voit déjà qu'elle est légèrement décalée dans le temps, parce que votre champ, il est mieux placé, le paysan, il avait envie d'aller planter plus tôt, plus tard. Mais par contre, on voit très bien qu'elle est totalement différente de la verte. La verte, ça doit être du trèfle, et les 2 autres, ça doit être du blé. OK ? Maintenant, nous, on se dit, c'est super, c'est facile, il suffit de regarder. Mais voilà ce qui se passe, c'est que vous avez des nuages. Alors, j'ai représenté par les tout petits bords la force des nuages, et la proportion de nuages qu'il y avait dans l'image. Et le problème, c'est qu'un nuage, il laisse des fois passer la lumière, quand c'est un peu diffus, mais il transforme la couleur. Donc ça va un peu perturber. Et en fait,
Là où il y avait beaucoup de nuages, on n'a pas d'informations, mais ça c'est pas grave. Si l'image est toute blanche, on l'utilise pas. Par contre, si elle est un peu voilée, s'il y a des zones qui sont un peu nuageuses, on l'utilise quand même. Et du coup, il y a des dates, par exemple ici, c'est le pire, là, où il y a eu un peu de nuages. Donc ça a un peu transformé les pixels, mais pas accès, la couleur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que mes images que j'ai mis ici, et bien voilà ce que voit l'ordinateur. Vous les voyez, vous, encore, les courbes? Et bien lui, il doit les retrouver. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus en vous disant qu'il y a deux gros problèmes, c'est que les données, elles ne sont pas terribles. Deuxième problème, c'est qu'en évolution, alors je vais sauter à la conclusion, parce qu'elle est quand même intéressante, ma conclusion. Ça, c'était l'évolution urbaine d'Arcachon, vous l'avez raté. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire sans l'humain. En télédétection, ça n'existe pas. Donc, c'est un domaine en pleine révolution pour moi, et pas uniquement évolution, il y a vraiment une révolution pour moi, enfin en révolution technologique ou scientifique, il y a vraiment une rupture avant 2015, 15, 12, 15, 18, voilà, il y a eu vraiment une coupure nette entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant, qui est due donc à la haute fréquence d'acquisition. Il y a encore énormément de challenges, en anglais, en français on dit de défis, à relever. Comment trouver ça, avec énormément de verrous scientifiques. J'ai un exemple qui me concerne directement. J'ai un doctorant qui s'est lancé sur un défi qu'on s'était lancé dans le cadre d'un projet, et au bout de 2 ans, on a arrêté sa thèse. Pas de sa faute, parce qu'on est tombé sur des verrous scientifiques qu'on ne savait pas lever. Donc il a commencé une deuxième thèse. Donc là, il est un peu à la ramasse, mais bon, c'est plus de notre faute que la sienne. Mais on arrive des fois sur des verrous qu'on ne sait pas résoudre. Puis vous voyez qu'à la fin, j'ai vraiment fait ça, vraiment avant de partir de chez moi. Donc là, il y a encore quelques fautes d'orthographe. J'en parlais avec Margot. Et puis, le dernier point, c'est que quoi qu'on fasse, il faudra qu'on ait les moyens d'aider l'expert. Il est hors de question. Il y a énormément de domaines où maintenant, l'expert, il ne fait plus grand-chose. D'accord? Chez nous, en géo, il va y en avoir énormément de défis, de trouver des méthodes pour lui permettre d'identifier d'abord qu'est-ce qu'il est inutile de chercher. Franchement, l'eau, sur une image, l'algorithme de base fait par ma petite sœur, non, elle est plus si petite que ça, mais voilà, elle est fait par un stagiaire de M1, il vous fait un super algorithme qui détecte l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau sur les images, elle est toujours noire. Elle est normalement un peu de bleu, elle est froide. Or, le proche infrarouge correspond à la chaleur, donc c'est quelque chose de froid qui devrait être bleu, donc c'est noir. Pas de proche infrarouge, le bleu n'existe pas, c'est noir. 2 minutes pour trouver l'algorithme, c'est gagné. Donc il faut lui apprendre à l'expert, non mais ça c'est pas la peine, on sait faire. Par contre, il faut lui dire comment extraire ce qui est intéressant. Dans toutes tes données, exemple type, ne prends pas des images à Noël, ça ne sert à rien pour faire de l'agriculture. Inutile, d'accord ? Troisième chose, c'est lui dire, attention, si tu rajoutes cette image-là, elle est fondamentale. L'image de fin juin, les 2-3 images de fin juin, c'est les plus importantes en agriculture, en gros. Je ne sais pas exactement quand, mais voilà, au moment où il va y avoir les récoltes, au moment où il va y avoir cette chute de trucs. Et puis, après, de voir est-ce que c'est cohérent. Est-ce que les données que tu me donnes, elles sont cohérentes avec ce que tu veux faire. D'accord? Même entre elles. Et donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est la conclusion, c'est des mécanismes qui vont mettre l'expert au cœur du problème. C'est lui qui va tout faire. Nous, on n'est que des outils. On est une grosse calculette. La personne sait pourquoi elle fait le calcul, mais nous, on doit l'aider à faire ce calcul. Alors, on va un peu plus loin en lui proposant des solutions. Alors, si ceux que ça intéresse, parce que là-bas, c'était quand même ce qu'on appelait mon ANR, donc le projet, vous pouvez aller voir sur ce site. Alors, maintenant, je vais me dévaloriser. Oui, parce que la partie qui concerne eCube, c'était justement celui sur lequel on est tombé sur le verrou scientifique. Donc la partie eCube est un petit peu moins jolie que celle des autres participants. Mais, voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on a essayé de faire et qui, à mon avis, sera fait, mais bientôt, je serai de l'autre côté.
puisque je prends ma retraite au 1er octobre, et j'aurai le temps de venir. Donc c'est mes successeurs qui travailleront là-dessus. Voilà, je vous remercie en espérant que ça vous a plu. Merci beaucoup. Bien, je me lance. Alors, en quoi est-ce que l'informatique que vous servez, que vous représentez avec clarté et humour, eh bien, pouvait permettre, associé aux images satellitaires, de comprendre ce phénomène bouleversant dont on parle ces tout derniers jours, cette faille médio-africaine où on parle de la création d'un nouvel océan. Ça va complètement bouleverser notre monde. Et quelles sont les prédictions, les mesures pour la population, l'organisation? Alors là, je vais répondre clairement. J'ai l'impression de travailler avec ma géographe de service qui me dit « Oui, mais Pierre, là, tu ne pourrais pas savoir combien les gens gagnent. » Non. Il faut juste savoir que nous, on n'a que l'aspect physique des choses. Ça, c'est ouvert. Alors, on pourrait dire, on n'a que les symptômes. D'abord, on n'a pas les syndromes, on a les symptômes. Qu'est-ce qui se passe? Mais on n'arrive pas à les capter. Il y a des choses qu'on ne peut pas capter. Si les gens s'enrichissent, on peut le capter, en fait, mais par la bande. En voyant que les maisons sont de plus en plus grandes, en voyant que les routes sont de meilleure qualité. Par exemple, on voit certaines régions d'Afrique qui, entre guillemets, se développent parce qu'apparaissent des trucs, malheureusement, très souvent en détriment de l'habitat ancien, etc., etc. Mais on ne peut pas, on ne fait pas de géographie, très peu de géographie humaine à l'aide de la télédétection. En tout cas, pas de façon directe. Voilà. Donc la réponse, elle est nous. Je peux juste te dire il y a une faille, te dire à quelle vitesse elle s'ouvre, par quoi elle se remplace, mais c'est tout. Tout le reste, je ne peux pas. Je vais être clair. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'était la des défis, j'ai peut-être mal écouté. Oui, non, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai. Alors, j'en ai parlé indirectement en disant que quand il y a trop de nuages, on jette l'image. Alors que dans le temps, on ne le faisait pas, parce qu'elles coûtaient trop cher. Donc on a un peu résolu, je vais expliquer quand même ce qu'on appelle du bruit dans une image, c'est des fausses informations. Par exemple, les nuages, c'est une fausse information, c'est ce qu'on appelle du bruit. Mais il peut y avoir aussi, c'est beaucoup moins vrai maintenant, des capteurs qui à l'époque étaient plus ou moins précis. Des fois, ils vous envoyaient une valeur. Tout à coup, vous aviez un pixel qui était tout rouge alors que tous les autres autour étaient verts. Parce qu'il y avait un bruit, il y avait eu un petit déconnage, un petit problème. Et donc ce bruit-là existe. Quasiment plus. Alors, d'une part parce que les images qu'on nous envoie sont post-traitées, c'est-à-dire ou pré-traitées comme vous voulez, c'est-à-dire que le CNES nous donne des images qui ont été corrigées de ces fameuses distorsions, etc. Mais il reste des petites erreurs. Mais elles représentent même un pourcentage tellement faible que finalement les algorithmes ils sont plus sensibles. Qu'il y ait du bruit des images est grave si ça perturbe l'algorithme quand il apprend. Là, il s'en fout du bruit en gros. Voilà. Ok. Il y a juste un problème qui reste, c'est que lorsque le pixel est un petit peu gros et qu'il est par exemple sur une frontière entre un bâtiment et de la végétation, en fait, il n'est pas soit bâtiment, soit végétation. Il est une moyenne des couleurs des deux. Et donc, il ne représente plus rien, il ne représente rien. Et ça a posé problème très longtemps lorsque les pixels étaient ce qu'on appelle, nous, gros, c'est un abus de langage, mais avec une grosse résolution à 10 mètres. Maintenant, quand ils sont à 1 mètre, voilà, des fois, ils tombent. Mais il faudrait déjà qu'ils tombent pile poil au milieu pour que ça soit, sinon ils tombent un tout petit peu, ils touchent un petit peu la route, on s'en fout, quoi. De toute façon, on en a des centaines d'autres qui sont corrects. Voilà, donc le bruit n'est plus vraiment un problème en télédétection. Le problème de la télédétection, c'est les exemples. Tous les trucs que vous regardez, toutes les revues actuellement, toute la recherche actuellement, elle s'oriente sur comment apprendre. J'avais d'abord mis ça comme titre. Comment apprendre avec peu d'exemples. C'est le problème. Si vous devez retenir ça, c'est le problème. L'humain est capable. La machine, elle a encore du mal. Voilà. Oui, pour ma compréhension personnelle, j'ai du mal à distinguer
ce qui est réflexion et ce qui est absorption. Vous avez dit que l'atmosphère absorbe le bleu, et puis que les végétaux, l'eau et les toits, etc., réfléchissent la lumière. Ouais. Et donc là, je suis perdu entre les deux. Alors, en fait, vous savez tous que le ciel est bleu. Vous êtes d'accord? Jusque-là. Pourquoi il est bleu alors que la lumière du soleil est blanche? Quasiment blanche, hein? Elle arrive blanche. Ben, tout simplement, à l'intérieur de la truc, les atomes de l'oxygène, enfin de l'atmosphère, je ne sais pas si c'est l'oxygène ou l'azote, je ne sais plus, ben, vont éclater quelque part la couleur, c'est-à-dire laisser se faire traverser par toutes les couleurs, sauf le bleu qu'elle va éclater. Et donc, ce bleu, on le voit simplement parce que là, il a été éclaté, donc les autres couleurs traversent l'atmosphère sans broncher, en gros, et le bleu est éclaté. Et quand le soleil est assez bas, il traverse tellement d'oxygène, d'atmosphère, qu'il n'y a presque plus de bleu. En plus, si par chance, il arrive du bleu sur l'objet et qu'il est reflété, ben on retourne encore, parce qu'elle traverse 2 fois. Donc il n'y a quasiment plus de bleu. Alors, si votre piscine, elle est bleue, on la voit, hein, d'accord? Mais sinon, on ne la voit pas. Et donc, la différence, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle la diffraction, l'absorption de la couleur. Les plantes avalent aussi de la couleur, c'est-à-dire elles reçoivent toutes les couleurs. Il y a une partie qu'elle ne renvoie pas, qu'elle absorbe, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'elle n'absorbe pas, c'est-à-dire ce qu'elle laisse rebondir. Et elle laisse rebondir, on l'a vu, beaucoup le vert, pas mal le rouge, et beaucoup l'infrarouge. Le soleil émet de l'infrarouge, d'accord? Donc elle laisse rebondir l'infrarouge, et en plus, quand elles chauffent, elles en émettent simplement parce qu'un corps chaud, hein, vous le savez tous, il devient de plus en plus rouge, il émet de plus en plus, et il émet surtout beaucoup d'infrarouge. Tous les thermomètres modernes sont des thermomètres à infrarouge. C'est-à-dire, on regarde combien votre, quand on le met par exemple sur le front, combien votre cerveau émet d'infrarouge. D'accord? Donc les plantes émettent de l'infrarouge du fait de la chaleur, mais émettent de l'infrarouge aussi qui vient du soleil. Elles prennent l'infrarouge du soleil et elles le laissent rebondir. Et donc ça, c'est la différence. Voilà, ça, c'est les 2 différences. Donc, tous les matériaux absorbent des couleurs et en réfléchissent un certain nombre. Par exemple, mon pull, il absorbe à peu près toutes les couleurs. Voilà. Un pull bleu, ici, ben, il absorbe toutes les couleurs sauf le bleu, qui le rebondit. Voilà, ça marche comme ça, la lumière. Et un truc tout blanc, c'est simplement qu'il transmet toute la lumière. Voilà. Le capeleur, hein. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleu, donc il va refléter le bleu. Voilà. Donc, il y a des tas de choses comme ça, il faut absorber les couleurs, et voilà. OK? Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Vous avez évoqué toutes les applications civiles. Est-ce qu'on a une idée de l'écart qu'il peut y avoir entre les technologies civiles et militaires? Par exemple, vous dites que vous êtes à une détection de 1 mètre, 1 mètre 50 et ainsi de suite. Et est-ce que l'armée est déjà nettement en avance, en sachant que la technologie utilisée aujourd'hui par l'armée, dans 10 ans, elle sera accessible à tout le monde? Alors ça, c'est pas sûr, hein. Ça, c'est moins que sûr, parce que ça reste quand même des satellites très, très, très chers. On estime qu'ils doivent être pas loin du centimètre. Après, ils ont des satellites qui ont une durée de vie très courte, et qui sont relativement bas, donc, etc., qui coûtent bien sûr un bras. Je crois que la France en dispose de 3. Voilà. Ils sont capables... Alors, il y a des fois des choses un petit peu grotesques dans les films, mais il y a pas mal de vérité avec les satellites américains sur le fait qu'ils arrivent à suivre en direct des choses qui se passent. Alors, lire une plaque, quand on a vu la plaque, des fois c'est un peu rigolo parce qu'ils voient la voiture d'en haut, mais ils arrivent quand même à lire la plaque. Voilà. Mais s'ils ont un bon œil, ils peuvent au moins deviner la plaque. Alors, les satellites civils, bien évidemment, même à 10 cm, on ne lit pas une plaque. Hein. Voilà. Donc ils ont effectivement du matériel. Mais alors, je ne dis pas qu'on aura la même chose qu'eux, mais tous les travaux qu'ils ont faits vont servir à faire des satellites civils de meilleure qualité. Mais il y a aussi que l'armée, même si ça sera mis sur des satellites éventuellement civils, les images ne seront pas accessibles comme on a accès maintenant. Simplement pour des raisons... Et c'est compréhensible, hein,
pour des raisons de sécurité évidentes par rapport aux installations militaires, par rapport aux installations sensibles de la France ou des pays. C'est peut-être pas non plus une technologie qu'il faut mettre à tous les... C'est pour ça qu'il y a, quand vous avez même les images Google, vous avez tous remarqué qu'il y a des zones qui sont cachées. Ça, c'est fait. Quand le KNS nous donne des images, les zones déclarées sensibles sont floutées, on ne les reçoit pas. Ça ne me choque pas. Moi, non, ça ne me choque pas. Voilà. Parce que moi, j'en ferai un bon usage, vous, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup, on va s'arrêter.